Le débrief éco du dimanche soir. Bonsoir Emmanuel Cuny. Bonsoir Catherine Potier, bonsoir à tous. Comme tous, vous avez suivi la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron ce matin. Le nouveau président de la République a lui-même expliqué qu'il allait se mettre au travail dès ce soir. L'économie, on le sait, était au cœur de sa campagne présidentielle. À lui maintenant de transformer l'essai, évidemment. Alors il doit procéder à une série de réformes qui vont toucher les entreprises, les finances publiques également, et la fiscalité fait partie de ces chantiers. Et oui, la fiscalité sera-t-elle en fait l'armature réelle de cette fameuse réforme? Alors, dans les cartons, il y a l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des foyers français, la transformation de l'ISF, l'impôt sur la fortune, en impôt sur la rente immobilière, baisse de l'impôt sur les sociétés, exonération de taxes sur les heures supplémentaires. Alors, ce ne sont là que quelques pistes envisagées, mais qui reflètent bien le visage de la réforme que le nouveau président de la République entend mener. Ce plan est-il à la hauteur des enjeux? Faut-il aller plus loin? En clair, la fiscalité peut-elle nous permettre de retrouver le chemin de la croissance? Alors pour en débattre ce soir, Christian de Boissieu, bonsoir. Bonsoir. Vice-président du Cercle des économistes, professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Aurélie Trouvé est également avec nous, bonsoir. Bonsoir. Coprésidente du mouvement Attaque. Avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on écoute un extrait du discours d'Emmanuel Macron ce matin à l'Élysée, car dès le départ, il a rappelé ses objectifs en matière de politique économique. Tout ce qui concourt à la vigueur de la France et à sa prospérité sera mis en œuvre. Le travail sera libéré, les entreprises seront soutenues, l'initiative sera encouragée. La culture et l'éducation, par lesquelles se construit l'émancipation, la création et l'innovation seront au cœur de mon action. La France n'est forte que si elle est prospère. La France n'est un modèle pour le monde que si elle est exemplaire. Aurélie Trouvé, je vous vois hocher la tête. En quoi la fiscalité sera-t-elle la clé de voûte de la politique économique du nouveau président et de ses réformes surtout? Oui, alors je suis tout à fait d'accord que ça va être sans doute une des clés de voûte, avec, je dirais, une continuité en fait, sous des attraits de modernité. En fait, c'est la continuité dans la baisse des recettes publiques, à peu près moins 20 milliards d'euros par an de recettes publiques, ce qui va d'ailleurs se traduire aussi par une baisse massive. En tout cas, c'est ce qu'il annonce des dépenses publiques, et donc aussi des suppressions de postes de fonctionnaires, sans doute aussi des grandes difficultés dans les services publics, etc., parce que 60 milliards par an, c'est énorme. Et continuité, oui aussi, en ce qui concerne, je dirais, les cadeaux fiscaux, mais peut-être plutôt continuité par rapport à Nicolas Sarkozy, dans les cadeaux fiscaux faits, je dirais, plutôt aux plus fortunés, avec aussi un coup de pouce à la financiarisation de l'économie. Et je pense qu'une des mesures symboliques de ça, c'est finalement l'exonération de l'impôt sur la fortune pour le patrimoine financier, qui est à la fois un cadeau aux plus fortunés, c'est les plus fortunés qui ont ce type de patrimoine, mais aussi, je dirais, une mesure qui, de mon point de vue, est inefficace sur le plan économique, qui part de l'idée que les actions d'entreprises serait la clé de voûte des investissements privés des entreprises, alors qu'aujourd'hui on sait que c'est essentiellement par le crédit bancaire, l'autofinancement, etc. Mais surtout aussi parce que de plus en plus, en fait, il y a des flux très faibles, voire négatifs, des actionnaires vers les entreprises. C'est plutôt de plus en plus ces entreprises qui envoient de l'argent vers les actionnaires que le Vous voulez contraire. dire qu'il y a un paradoxe dans tout ça? Non, en fait, ce plan va à l'encontre de la maîtrise budgétaire, finalement. Christian de Boissieu, est-ce qu'on peut faire les deux en même temps, comme le dit Aurélie Trouvé? D'abord, laissons-lui sa chance. Je parle du président Macron, et puis on va voir la majorité qui va sortir des élections. Aurélie a toutes ses chances. Donc, du mois de juin. Non, mais je veux dire par là, je trouve qu'il y a des inflexions qui sont intéressantes. Il y a une certaine continuité, mais il y a des inflexions. Et au fond, une des questions centrales, c'est quel équilibre entre les mesures en faveur des ménages et en faveur des entreprises, parce que c'est là que ça va se jouer. Il faut à la fois donner du pouvoir d'achat. Y compris sur le plan politique. C'est à la fois, là je fais de l'économie politique, vous avez compris. Il faut à la fois donner du pouvoir d'achat, c'est-à-dire essayer de consolider ou d'aider la consommation des ménages. En même temps, l'investissement des entreprises y repart, mais très lentement en France. Donc les mesures qui sont annoncées peuvent aller dans le bon sens. La baisse de l'impôt sur les sociétés de 33,33 à 25%. Moi, je ne suis pas président de la République, mais j'aurais fait un plan plus spécifiquement centré sur les PME.
la baisse de l'IS, de l'impôt sur les sociétés, d'après ce que je comprends, si elle est mise en œuvre, elle va concerner l'ensemble des entreprises. Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même une harmonisation fiscale, finalement? Ça, on est loin. Au niveau européen, attendez, ça fait 20 ans qu'on en parle, on n'arrive même pas à Bruxelles à se mettre d'accord sur l'harmonisation de l'assiette. Alors, donc, il faut qu'on commence chez nous, en fait. Oui, Aurélie Trouvé. Et puis, il y a aussi peut-être une mesure positive, non, l'exonération de 80% des foyers sur la taxe d'habitation. En termes de pouvoir d'achat, c'est important. Je ne l'ai pas recité, mais c'est ce que j'appelle cet équilibre qui est astucieux, on va voir ce que ça donne dans les faits, entre les mesures en faveur des ménages et les mesures en faveur des entreprises. Non, mais la taxe d'habitation, moi, typiquement, c'est les fausses bonnes idées, de mon point de vue, du programme d'Emmanuel Macron. D'abord, il faut savoir qu'il y a déjà 40% des ménages qui sont exonérés ou plafonnés de la taxe d'habitation, donc ce n'est pas la mesure juste qu'il présente comme telle, mais surtout, c'est une attaque frontale contre les collectivités locales. On va les grever un tiers à peu près de leurs ressources propres, et ça va vraiment une mise sous tutelle des collectivités locales. Et qu'on soit bien clair, les ressources des collectivités locales, c'est quoi? C'est les crèches, c'est les écoles primaires, c'est les bibliothèques, c'est la gestion des déchets. Donc on va grever d'un tiers. Soi-disant, elles vont être compensées par une dotation budgétaire dont on sait l'avenir à chaque fois, des dotations budgétaires. Donc vraiment, c'est une mise sous tutelle, et pour le coup, qui va à l'encontre, je dirais, de la modernité, parce qu'aujourd'hui, que font l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, etc. Elles renforcent... C'est à rebours de ce qui se fait en Europe ailleurs. Exactement, elles renforcent les compétences des collectivités locales. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il prévoit? Une mise sous tutelle radicale de ces collectivités locales. C'est une perte sèche quand même pour les collectivités locales, Christian de Boissieu. Là, ça pose la question centrale des relations entre l'État et les collectivités locales. Et c'est vrai du côté des recettes, mais c'est vrai du côté des dépenses, parce que dans les 120 000 fonctionnaires supprimés sur le quinquennat tel qu'annoncé dans le programme Macron, il y en a 70 000 qui vont concerner les fonctionnaires locaux, je veux dire, dans les collectivités locales. Donc, on avait le même débat à propos des autres programmes, parenthèse. C'est-à-dire qu'on vit dans un contexte où plus on parle de décentralisation, moins on a le sentiment qu'on l'a fait d'une certaine façon, et ça pose le problème, je vous dis, des relations entre l'État et les collectivités locales, qui ne me paraît pas du tout évident. Ça n'est pas à l'État de décider comme ça, ex abrupto, pour les collectivités locales. Donc ce que propose Emmanuel Macron, là on vous pose la question à tous les deux, alors c'est pas ni fait ni à faire, mais c'est pas suffisant finalement. Le plan n'est pas encore suffisant sur le plan de la fiscalité. Pour moi, c'est pas gagné. Moi, c'est pas que c'est pas suffisant, c'est que je pense que ça va à l'encontre du partage des richesses, et que parfois aussi, même à l'encontre de l'efficacité économique. Parce que je pense aussi, et ça me paraît plus grave, que les coups de pouce qu'il va donner au patrimoine financier risquent de financiariser encore l'économie au détriment justement de l'investissement productif et réel des entreprises. Et je crois vraiment qu'il y a à la fois une dimension d'injustice et une dimension d'inefficacité économique dangereuse dans son programme. Et alors on peut lui laisser sa chance. Moi je pense qu'Emmanuel Macron, il est très clair, contrairement à François Hollande. Il a un programme néolibéral sur le plan économique, et s'il fait ce qu'il a dit, effectivement, ça va être assez brutal. Vous restez avec nous, on va marquer une pause immédiatement, et on va parler de l'Europe dans un instant. C'est l'une des priorités d'Emmanuel Macron également, pour ne pas dire la priorité de son quinquennat. 19h20, le rappel des titres dans un instant. Pour EOVI MCD Mutuelle, je ne suis pas une senior, je suis Nicole. Moi, à la retraite, je la vois comme une nouvelle vie, et c'est le moment idéal pour me mettre à la marche nordique. C'est pour cela que Nicole a choisi EOVI MCD Santé Vitalité, la complémentaire santé qui lui permet de bénéficier gratuitement et à domicile d'un bilan d'activité physique. Idéal pour rester active et en bonne santé. EOVI MCD Mutuelle, se comprendre mutuellement. Et en ce moment, profitez de 2 mois de cotisation offerts. Offre valable pour toute adhésion à un contrat EOVI MCD Santé Vitalité. Voir conditions et limitations en agence ou sur eovi-mcd.fr. France Info. 17h, 20h. Catherine Potier. Et avant de parler de l'Europe et des objectifs d'Emmanuel Macron, le rappel de l'info à 19h20, Diane Ferschit. À l'hôtel de ville de Paris, Emmanuel Macron a listé ses objectifs, notamment rassembler les Français, entendre les peurs et y répondre. Il a évoqué l'engagement de Paris sur le climat et affirme qu'il accompagnera pleinement la candidature de la capitale pour les Jeux Olympiques de 2024. La mairie de Paris, c'était la dernière étape de cette journée d'investiture pour le nouveau président. Ce dimanche, Emmanuel Macron a voulu montrer qu'il est le chef des armées en remontant les Champs-Élysées à bord d'un véhicule militaire. C'est inédit. Il s'est également rendu au chevet des soldats français blessés au combat à l'hôpital militaire
mer de Percy au sud de Paris. Et on attend désormais la composition du gouvernement. Le nouveau président pourrait l'annoncer dès demain. Il a en tout cas déjà nommé ceux qui formeront sa garde rapprochée. Au poste de secrétaire général de l'Élysée, notamment, on retrouve Alexis Kohler, haut fonctionnaire de 44 ans qui suit Emmanuel Macron depuis la création d'En Marche. Dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif de Pénélope Fillon, Marc Ladrette de la Charrière est mis en examen. L'homme d'affaires propriétaire de la revue des Deux Mondes est soupçonné d'abus de biens sociaux. La publication a rémunéré l'épouse de l'ex-candidat de la droite de mai 2012 à décembre 2013. La justice cherche à savoir s'il ne s'agissait pas d'un emploi de complaisance lié à l'attribution de la Légion d'honneur à Marc Ladrette de la Charrière. Un mot de Formule 1, Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix d'Espagne. Aujourd'hui, le pilote britannique s'est imposé devant son principal rival, Sébastien Vettel. L'Allemand est lui toujours leader du championnat des pilotes, mais il ne devance plus que de 6 points Lewis Hamilton. France Info. La suite du débrief éco du dimanche soir avec Emmanuel Cuny, Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes, et Aurélie Trouvé, qui est coprésidente du mouvement Attaque. L'Europe sera refondée et relancée car elle nous protège. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron ce matin dans son premier discours à l'Élysée. On l'écoutera dans un instant. Demain, il va rencontrer Angela Merkel à Berlin. Ce sera le premier déplacement officiel à l'étranger. Emmanuel Cuny, on imagine que le nouveau président va rapidement envoyer des signaux très clairs à la Commission européenne. Bah oui, parce que le président de la République, en fait, est déjà sous surveillance de Bruxelles. Jeudi, la Commission européenne a légèrement relevé sa prévision de déficit public pour la France. Et puis, il y a quelques jours auparavant, c'était lundi, donc le lendemain de l'élection, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, déclarait dans la presse allemande « La France dépense trop d'argent public et au mauvais endroit, situation pas tenable à terme ». Alors effectivement, on voit qu'Emmanuel Macron va devoir envoyer rapidement des preuves de bonne conduite budgétaire pour gagner la confiance de ses partenaires et puis surtout montrer qu'en tant que chef de l'État, il sait profiter de la conjoncture économique décrite comme plutôt favorable pour remettre de l'ordre dans les finances publiques. Alors quel message envoyer? Et puis est-ce que l'Europe va nous aider dans nos tâches futures? Alors l'Europe va-t-elle nous aider? En tout cas, Emmanuel Macron y croit. Il l'a dit ce matin. On l'écoute. L'Europe dont nous avons besoin sera refondée et relancée car elle nous protège et nous permet de porter dans le monde nos valeurs. Nous aurons besoin d'une Europe plus efficace, plus démocratique, plus politique, car elle est l'instrument de notre puissance et de notre souveraineté. J'y œuvrerai. Christian de Boissieu, comment interpréter le déplacement d'Emmanuel Macron demain à Berlin? Il doit rencontrer Angela Merkel. D'abord, ce n'est pas une nouveauté. François Hollande l'avait fait il y a 5 ans. Avait fait, je crois, d'ailleurs, le lendemain. Bon, donc la visite à Berlin est un must de la politique française. Première remarque. Deuxième remarque, ça se situe dans un contexte quand même différent de celui d'il y a 5 ans. Pourquoi? Parce que il va y avoir les élections allemandes et Mme Merkel va avoir de la concurrence avec M. Schulz. Donc il y a le débat germano-allemand qui pointe. Et là où, à mon avis, ça va se jouer, c'est que, au fond, il y a une sorte de quasi-contrat implicite, je ne sais pas s'il va être explicite demain à Berlin, où je pense que le président français va demander poliment à l'Allemagne d'aider à la relance économique en Europe. L'Allemagne a un énorme excédent extérieur, un excédent budgétaire. Il faut qu'elle le partage. Donc elle a des marges de manœuvre. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les pays d'Europe du Sud, les pays déficitaires qui s'ajustent. Il faut aussi que les pays excédentaires fassent une partie du chemin. Donc il n'y a pas que le couple franco-allemand finalement. L'affaire européenne n'est pas que Paris-Berlin. Pour moi, le bargaining, le contrat, c'est réforme de structure dans certains pays, dont la France, contre, je mets contre entre guillemets, une relance économique en Allemagne. Et je termine en disant que l'Europe, c'est pas uniquement le couple franco-allemand. Il faut très rapidement, autour de la table, l'Italie, l'Espagne et les autres interviennent. Alors pourquoi les autres, Aurélie Trouvé? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pourquoi finalement? Plutôt que Paris-Berlin seulement? Et justement, voilà, le fait qu'il aille en Allemagne demain, mais qu'il n'annonce pas dans la foulée, par exemple, qu'il va voir des pays du Sud, je pense à l'Italie, à l'Espagne ou des pays de l'Est, je pense que c'est un mauvais signe. Parce qu'effectivement, face à l'Allemagne, à plusieurs pays européens qui sont
en excédent commercial et qui ont des problèmes de relance de la demande, il y a ces pays dont fait partie la France qui ont plutôt une politique de soutien de la demande, qui ont des déficits budgétaires et commerciaux et qui ont besoin d'une autre Europe. Et donc c'est plutôt vers ces pays du Sud et de l'Est qu'ils devraient aller chercher des alliances. Et là, en allant voir directement l'Allemagne, finalement, quel signe il donne ? C'est celui qu'il a donné à travers ses différentes déclarations, c'est « je vais suivre les exigences européennes d'austérité budgétaire, je vais poursuivre donc l'Europe libérale, c'est ça, l'Europe ultra-libérale ?» L'Europe plutôt libérale, mais aussi, il va avoir un pays qui est absolument farouchement pour l'accord Union européenne-Canada, et je pense qu'il aurait pu... Mais est-ce qu'il est clair sur ses ambitions européennes, sur ses objectifs européens ? Moi, je pense que quand vous regardez le programme et puis le débat, les positions de Macron pendant la campagne, il a toujours dit il faut améliorer ce qu'on appelle la gouvernance. Ça ne veut pas dire nécessairement gouvernement. Ce sont toujours des mots. Enfin, on emploie toujours les mêmes mots. Non, ça veut dire des choses précises. Est-ce qu'on va aller vers un budget propre à la zone euro différent du budget de l'Union européenne ? Est-ce qu'on va mettre en place un parlement pour la zone euro qui soit différent sous-ensemble ou pas sous-ensemble du Parlement européen? Est-ce qu'on va créer un ministre des Finances de la zone euro? Il y a des choses concrètes. Alors, il ne va pas l'obtenir tout de suite. Je dis simplement, par rapport à ce qu'a dit Aurélie, moi, je suis quand même plus optimiste. J'ai dit le contexte est différent d'il y a 5 mois. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne a eu chaud. Au fond, à propos de la campagne présidentielle française. Pour eux, je pense qu'ils ne souhaitaient pas l'élection de Marine. Ils ont été très clairs. Madame Merkel ne souhaitait pas l'élection de Marine Le Pen. Elle l'a dit très, très ouvertement. Elle a dit très clairement. L'Allemagne a eu chaud, et ayant eu chaud, même M. Schäuble, l'orthodoxe ministre des Finances allemand, je pense qu'ils sont, même lui, et les autres sont prêts à des concessions. Ce que vous voulez dire, c'est que sans réforme européenne, il n'y a pas de relance aujourd'hui prévue ? Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont peut-être aujourd'hui un peu plus souples que le suggère Aurélie, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas à Berlin dire à M. Macron voilà, c'est à vous de faire l'essentiel. Je pense qu'il va y avoir ce deal, ce contrat. Vous faites vos réformes de structure, marché du travail, etc. en France, et nous, Allemands, nous allons faire un effort pour vous aider. Puis on n'a pas parlé non plus de lutte contre l'évasion fiscale, par exemple. Ça fait partie, on parle des recettes fiscales, mais ça c'est important. C'est vraiment la politique d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il va jouer sur la baisse des recettes publiques sans aller chercher de l'argent dans le monde financier, mais très clairement, dans son programme, il laisse tranquille le monde financier. Donc sur l'évasion fiscale, c'est extrêmement faible. Sur la taxe sur les transactions financières, alors là, c'est le top, il a carrément annoncé qu'il la laisserait en jachère. Enfin, Hollande avait déjà laissé en jachère depuis des mois. Au moins, je sais qu'il n'a pas tenu ses engagements, mais au moins, il avait des engagements. Mais là, c'est vrai que la différence, c'est qu'au moins, Emmanuel Macron est très clair sur la politique sociale, libérale, et même libérale tout court, sur le plan économique, qu'il va mener. Mais du coup, je pense qu'il ne faut pas avoir d'illusions de ce point de vue. Mais moi, j'ai encore des illusions. C'est le seul candidat c'est le seul candidat pour le CETA, l'accord Union européenne-Canada. C'est un des seuls qui est vraiment pour être à fond sur l'austérité budgétaire, pour respecter les ordres de Bruxelles sur le budget. Donc je ne vois pas à quoi on peut s'attendre on va le voir. là-dessus. On verra dans les prochains mois. Et puis Christian Boissieu, très dubitatif. Merci beaucoup. Reste optimiste. S'il y a un rapport de force, effectivement, qui s'instaure. Voilà. Merci à vous trois. En tout cas, Christian Boissieu, vice-président du Cercle des économistes, Aurélie Trouvé, coprésidente du mouvement Attaque, Emmanuel Cuny, très bonne soirée à vous. À dimanche prochain, et à Catherine. dimanche. Bonne soirée.